Madame Christophe, Marion, Catherine, Claire, Mathieu, Laurent, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais aujourd'hui dresser devant vous un portrait, mon portrait de Jean-Christophe, qui fut mon maître, qui fut mon exemple pendant plus de 40 ans. Jean-Christophe est né à Scarbeck en 1928, et c'est dans cette commune bruxelloise qu'il a passé sa jeunesse, et c'est dans l'Athénée de cette commune bruxelloise qu'il a suivi son enseignement secondaire en humanité classique, en gréco-latine. Il était fier d'y avoir connu comme enseignant un érudit, le professeur Armand Abel, qui a fondé ensuite la chaire d'islamologie à l'ULB et à l'Université de Gand, et qui l'avait initié au syncrétisme libre exaministe. En 1944, il a alors 16 ans, il entre à l'ULB en faculté de médecine et il effectue bien sûr une partie importante de ses stages dans l'hôpital de Scarbeck. Il y a comme assistant en chirurgie celui qui deviendra le professeur Primo. Il a comme assistant en sémiologie neurologique celui qui deviendra le professeur Franken. Il effectue aussi une partie importante de ses stages à la côte belge, dans un centre de pneumologie, et c'est là qu'il rencontre Anne, qui deviendra son épouse pour le reste de sa vie. Plusieurs fois promu de promotion, il est en 1951 un des médecins de la première génération de l'ULB, donc après la guerre. Mais Jean-Christophe n'est pas qu'un brillant étudiant, c'est aussi quelqu'un qui est passionné pour le sport, et il deviendra d'ailleurs licencié en éducation physique en 1952, une année après avoir été diplômé médecin. Il rejoint donc le club du sport nautique universitaire de Bruxelles, le SNUP, et il se fait un devoir de maintenir ce club au sommet, puisque le SNUP avait comme tradition de collecter les prix interuniversitaires en Belgique. Défi tenu, puisqu'il fut 8 fois champion interuniversitaire avec son équipe en Yola 8 et en Yola 4, et il fut aussi même une fois champion de Belgique en Yola 4. Il a eu l'occasion de ramer sur tous les principaux cours d'eau de Belgique, il a eu l'occasion de ramer sur la Seine, sur la Marne, sur la Tamise, et avec son équipe, il a d'ailleurs fait sensation à Londres, puisque les journaux ont rapporté que cette équipe interuniversitaire belge comptait dans son groupe une femme. C'était quelque chose d'assez novateur pour l'époque, ce qui est quand même un problème d'actualité actuellement quand on voit ce qui se passe en France. Brillant étudiant, sportif accompli, c'était aussi pendant ses études un étudiant-chercheur, et il a fréquenté le laboratoire du professeur Robert Cordier, et c'est là qu'il a fait la connaissance de Salomon Silberzac, de Marc Erland, de Pierre Dustin, qui ont été, voilà, j'ai oublié de montrer, le voilà en train de ramer, et le voilà ici avec Pierre Dustin, qui ont eu des carrières, donc Pierre Dustin et Jean-Christophe ont eu des carrières universitaires assez parallèles. Après 21 mois passés au service militaire, on est proche de la guerre de Corée, il entame donc sa carrière d'abord comme aspirant FNRS à la Fondation Boel, et ensuite comme assistant dans le service de médecine interne de l'hôpital Bruckmann. Il est médecin dans une salle le matin, il gère sa salle le matin, et l'après-midi, il travaille au laboratoire avec Victor Connard, sous la direction du professeur Basteny. Alors ça ne se passe pas très bien entre le professeur Basteny et Jean-Christophe. Ce sont deux fortes personnalités, et Jean-Christophe ne comprend pas pourquoi on lui fait jour après jour réaliser des triangles d'hyperglycémie chez des souris. Il décide donc de partir aux États-Unis, il rejoint le groupe d'endocrinologie du professeur Thorne à Harvard, et il travaille avec Jean Meyer sur les obésités expérimentales. Il applique à la souris de Bar Arbor, à la souris obèse hyperglycémique de Bar Arbor, la souris OBOB, il applique le dosage radio-immunologique de l'insuline qui vient d'être décrit par Yellow et Berson. Il est à ce moment-là le premier à décrire l'association entre l'obésité, l'hyperglycémie et l'hyperinsulinisme, une triade qui est d'actualité et qui présente un problème de santé publique majeur pour nous actuellement. Il revient en Belgique, il retrouve les mêmes personnes, il retrouve les mêmes problèmes, et il décide donc de repartir avec sa famille, cette fois-ci à Londres, où il va travailler avec Bob Jack, qui avait décrit la voie de synthèse du cholestérol avec deux futurs prix Nobel, Bloch et Cornford. À Londres, il apprend les méthodes isotopiques destinées à l'étude du métabolisme intermédiaire, des techniques qu'il appliquera dans son laboratoire en Belgique. À son retour, Jean-Christophe rejoint le groupe
d'un grand nutritionniste, le professeur Bigwood. Il défend sa thèse d'agrégation sur les obésités expérimentales et il prend ensuite la succession du professeur Bigwood à la tête du laboratoire de chimie biologique et de la nutrition de la faculté de médecine à l'ULB et prend donc possession de son bureau dans ce laboratoire, dans ce bâtiment de la Porte de Halle. Nous sommes alors en 1961, Jean-Christophe a 33 ans et il ambitionne de développer en faculté de médecine un laboratoire de biochimie performant. Pour construire son unité, son groupe, il se montre précurseur puisqu'il est un des premiers, si pas le premier, professeur de la faculté de médecine à aller chercher des jeunes diplômés de la faculté des sciences pour qu'ils fassent une thèse de doctorat en faculté de médecine. Il va donc recruter Marie-Claire Piret et André van der Meers qui le rejoignent. Il se tourne aussi vers l'Institut de pharmacie où il va recruter Jacques Quinon. Viendront se joindre ensuite à cette équipe Monique Lambert, Monique Deschott, Michel Voboda, Patrick Robrecht, Magali Walbrook et Christine Delporte, des diplômés de la faculté des sciences ou de la faculté de médecine. Alors son projet de recherche reste centré sur les lipides, l'étude du métabolisme des lipides, l'étude des enzymes impliquées dans ce métabolisme des lipides. Les van der Meers, qui ont donc rejoint son groupe, les van der Meers vont se consacrer au volet biochimique et étudient donc les enzymes qui interviennent dans le métabolisme des lipides. Quant à Jacques Quinon, lui, il prend en charge le volet nutritionnel, continue les travaux sur la souris OBOB et étudie notamment la lipogenèse au niveau du foie et au niveau du tissu adipeux. Alors le laboratoire s'oriente progressivement non plus vers l'étude uniquement des lipides, mais aussi vers l'étude des mécanismes enzymatiques impliqués dans ce métabolisme et notamment dans les réponses cellulaires au niveau pancréatique impliquées dans les sécrétions par exemple de la lipase pancréatique. Il est un des premiers à suspecter l'importance des lipides membranaires dans la transmission du signal. Il travaille beaucoup sur l'effet PI, un effet qui est actuellement universellement admis depuis les travaux de Michael Berridge. Mais Jean-Christophe n'oublie pas qu'il est aussi médecin, il fait de la recherche fondamentale, mais il est avant tout médecin et il profite donc de ses travaux sur les sécrétions pancréatiques et le métabolisme des lipides pour établir, avec l'aide de Patrick Robrecht, des collaborations avec des cliniciens, notamment André Delcourt et Michael Adler à l'hôpital d'Ixelles, Michel Kremer à Bruckmann et Jean-Claude Pector à Bordeaux. Avec un groupe de chercheurs européens, des physiologistes, des gastroentérologues, des chirurgiens, ils fondent à cette époque l'European Pancreatic Club, qui est toujours très actif. Mais le travail de laboratoire à la paillasse lui manque, et il décide en 1974 de retourner au laboratoire, et pour ce faire, avec un mandat du FNRS, il part un an au NIH, où il va travailler dans le fameux Building 10, il va travailler avec Jerry Gardner sur le métabolisme des cellules pancréatiques. Il apprend là-bas à ioder des peptides, le VIP, la sécrétine, et il apprend également à isoler des acinies pancréatiques. À son retour, il mettra sur pied, avec Patrick Robrecht, une équipe de physiologie cellulaire centrée sur l'étude de la fonction pancréatique, bientôt étoffée par une unité de réceptologie qui sera dirigée par Magali Walbrook. En 1975, Willy Gibbs et Jean-Jacques Van der Hagen publient, j'ai oublié de vous montrer le groupe, voilà le groupe, une partie du groupe de recherche, et voilà donc un article qui s'est révélé fondamental dans l'évolution, dans la suite de la carrière. C'est un article publié donc par Gibbs, entre autres Gibbs et Van der Hagen en 1975, qui notait la présence au niveau du système nerveux central d'une activité gastrine-like. Alors brusquement, ces peptides gastro-intestinaux que Jean-Christophe utilisait comme sécrétagogue au niveau pancréatique, ces peptides qu'il localisait quasi uniquement au niveau des terminaisons vagales, ces peptides acquéraient brusquement une importance beaucoup plus grande et il s'est mis à ce moment-là à rechercher ces peptides un peu partout, à rechercher leurs récepteurs, à rechercher leur voie de signalisation, à se pencher sur le VIP, la gréline, le PACAP, à rechercher ces peptides un peu partout dans l'organisme. Alors son groupe acquiert vite une réputation mondiale dans le domaine et en 1983, Christophe, Saïd et Yamayara organisent le premier symposium international sur le VIP et ses analogues et ce premier symposium est organisé ici à Bruxelles. Enfin, dans les années 80, son laboratoire, il fait prendre à son laboratoire le tournant de la biologie moléculaire
Et il était toujours très fier de dire que son laboratoire, et notamment Michel Svoboda dans son laboratoire, avait cloné un des récepteurs au glucagon. C'est en 1993 que le professeur Christophe a quitté avec regret, faut-il le dire, ses fonctions. Il avait été nommé professeur ordinaire en 1966. Il devint, au terme de sa carrière, professeur émérite de notre université. Il avait alors publié plus de 600 articles dont il avait corrigé chaque virgule. Il lui a donc fallu 30 ans pour construire une structure de plus de 30 personnes, publiant 30 à 40 articles par an et financé par le FNRS, le ministère de la politique scientifique, l'ACE, le NIH et des industries. Il a reçu plusieurs prix scientifiques, parmi lesquels le prix de Coman en 1977 pour ses travaux dans le domaine de la gastroentérologie, et en 1984, il a partagé avec Patrick Faubrecht le prix Pfizer pour leurs travaux sur le VIP et les peptides apparentés, et notamment le rôle de ces peptides dans la physiologie cardiaque. Ce succès dans sa carrière scientifique s'explique par la capacité qu'il avait de donner à chacun de ses collaborateurs les projets dans lesquels ils seraient les plus performants. Il faut aussi souligner le travail, la volonté et la rigueur qu'il s'imposait et qu'il exigeait de tous les membres de son groupe. Il faut dire que c'est toujours avec quelque appréhension qu'on se réunissait le jeudi et qu'on devait lui exposer nos résultats de la semaine. C'est toujours avec beaucoup de peur qu'on lui soumettait un article, des projets d'articles qu'il corrigeait encore et encore, et que sa pauvre secrétaire, Jeanne Ballings, devait taper et retaper sur son IBM à boule, à l'époque où il n'y avait pas encore ces traitements de texte. Il était très exigeant avec tous ses collaborateurs et il abhorrait surtout la paresse et la médiocrité. En fait, la règle du labo était simple, c'est la règle qu'il appliquait quand il était sur son bateau. Tout le monde devait ramer dans la même direction, à la même vitesse. Celui qui ne se soumettait pas à la règle devait quitter le bateau. Mais pour ceux qui se pliaient à la règle, il savait se montrer très généreux, peut-être trop généreux parfois, dans ses efforts pour les aider dans leur carrière. Et il faut noter que c'est un des rares chefs de service de la faculté de médecine qui associait systématiquement ses techniciens à tous ses travaux de recherche. Jean-Christophe fut aussi un enseignant redouté des étudiants qui le trouvaient trop exigeant. Il avait pourtant dans ce domaine des objectifs qui semblent à première vue modestes. Il souhaitait, et je le cite, c'est des phrases qui viennent d'un de ses textes, il souhaitait donc pratiquer une pédagogie intelligible, sans complaisance, sans simplifier outre mesure, ni chercher à plaire, surtout sans chercher à plaire, ni être ficelé par la reconnaissance. Alors je ne suis pas certain qu'il ait réussi dans tous ses objectifs. La biochimie étant selon lui à la base de la physiopathologie, de l'endocrinologie, de la pharmacologie, et cette liste n'est pas exhaustive, son cours se devait de couvrir, de préparer à toutes ces matières, et les étudiants étaient effrayés par le nombre de syllabus qu'ils étaient obligés d'ingurgiter pour passer l'examen de biochimie. Il estimait aussi que les étudiants méritaient un enseignement actualisé, et chaque fois qu'ils devaient préparer une heure de cours, ils quittaient le laboratoire avec une pile de tirés à part très récente. Mais il se souvenait aussi qu'il avait été étudiant-chercheur, et nous sommes nombreux à avoir fréquenté son laboratoire et à participer à un programme de recherche dès la 3e candidature. Enfin, il a aussi, au cours de sa carrière, créé une nouvelle section à la faculté de médecine, la biologie médicale appliquée, section qui était destinée à former des chercheurs ou des personnes avec des aptitudes complémentaires aux techniques du laboratoire, soit de routine, soit de recherche. Épaulé par Jacques Winant, qui est un de ses collaborateurs, il a non seulement réussi à persuader les autorités de la faculté des sciences de créer cette section en faculté de médecine, mais il a aussi persuadé le ministre de la politique scientifique d'ouvrir les bourses IRSIA à ses diplômés de la faculté de médecine, à ses diplômés de biologie médicale appliquée. On peut dire que dans ce domaine, il a été aussi clairvoyant, il a été aussi un précurseur, puisque son laboratoire est actuellement dirigé par un docteur en biologie médicale appliquée, le professeur Joël Rascard. Il était profondément attaché à son université et aux valeurs à la base de la création de notre université et à la philosophie libre-exaministe de notre université, source de son rayonnement international. Il s'est donc développé, il s'est donc impliqué dans des projets de construction de l'université, et ceci probablement en mémoire à son grand-père qui était
un ingénieur des ponts et chaussées, spécialiste du béton armé et qui fut un grand collaborateur du roi Léopold II dans les projets de construction de ce roi. Donc il me racontait, il aimait à raconter tous les efforts qu'il avait déployés pour construire un nouveau bâtiment sur le campus de la Porte de Halle, un bâtiment qu'on avait d'ailleurs appelé bâtiment Christophe, puisqu'il s'était vraiment impliqué beaucoup dans la construction de ce bâtiment. Il en était fier, même si son goût de l'esthétisme devait l'amener à reconnaître que ce bâtiment fonctionnaliste, puisque c'était de l'architecture fonctionnaliste, que ce bâtiment fonctionnaliste avait tout pour déplaire aux défenseurs, aux membres du comité de défense du quartier des Marolles à Bruxelles, quartier dans lequel est implanté ce bâtiment. Il s'est aussi investi dans la sélection des projets architecturaux pour la construction des auditoires, des laboratoires de la faculté des sciences et de l'Institut de pharmacie sur le campus de La Plaine, et il a aussi participé de façon majeure à l'élaboration des projets pour la construction de la faculté de médecine sur le campus Erasme, et il a, dans les dernières phases de ce projet, il a vraiment programmé au détail près l'organisation des laboratoires et des auditoires au niveau de ce campus. Il a passé les dernières années de sa vie dans un bureau de la faculté de pharmacie qu'il avait aidé à construire. Il passait ses matinées à lire la littérature sur les neuropeptides qu'il avait étudiée au niveau pancréatique et dont le rôle dans le contrôle de la faim et de la satiété paraît de plus en plus évident. La boucle de sa recherche était ainsi bouclée puisqu'il avait commencé sa carrière en étudiant les obésités hypothalamiques et il la terminait en étudiant le rôle des peptides hypothalamiques dans l'obésité. Il partageait cette activité avec sa passion pour l'art, héritage probable de sa formation classique à l'Athénée de Schaerbeek. Il était aussi passionné de cinéma, de littérature et de peinture. C'était aussi un grand connaisseur de l'art nouveau. Il faut dire que le quartier dans lequel il habitait, le quartier des étangs d'Ixelles, ce quartier était vraiment un quartier propice pour l'étude de cet art, puisqu'il y a là de très belles maisons art nouveau. Et donc il a rédigé une promenade, il a développé toute une promenade qu'il a soumise à l'Office du tourisme bruxellois, qui a été primée, une promenade dans laquelle il parlait de l'éclectisme des maisons art nouveau aux alentours de l'abbaye de la Cambre. Alors il aimait aussi visiter la Belgique, en 2 chevaux d'abord, et puis avec sa Corolla, il sillonnait la Belgique, et comme il était un peu gourmand, il connaissait les meilleures pâtisseries de toutes les grandes villes de Belgique et du nord de la France. Il avait aussi une grande passion pour la marche, il a très longtemps passé ses week-ends à marcher à travers l'Europe. Avec l'âge, bien sûr, son espace s'est rétréci et il a limité ses promenades à la Belgique. Il réalisait ses promenades avec un groupe de marcheurs, carte militaire à la main et boussole en poche, avec parfois quelques surprises. Il aimait raconter l'histoire qu'il est arrivé un jour où, avec sa carte militaire à la main, il s'est retrouvé dans le Brabant wallon face à un baron célèbre, capitaine d'industrie et de la finance. Il s'est retrouvé pratiquement dans le living de ce baron et expliquant aux gardes-chasse que le chemin qu'ils avaient emprunté était sur sa carte militaire, était un chemin régional et avait été englobé de façon malheureuse dans la propriété privée de ce baron. Anne et Jean aimaient aussi recevoir et donc quand nous allions chez lui et quand il ouvrait une bouteille de Chianti Classico ou de Barolo ou de Brunello, chaque fois il se devait de nous donner un cours d'œnologie et de nous expliquer toutes les qualités de ces grands vins italiens qu'il mettait sur la table. Il a obtenu relativement peu d'honneurs au cours de sa carrière, à part les prix scientifiques que je vous ai mentionnés, à part le fait qu'il était président d'un jury académique à l'université, mais c'est parce qu'il en avait créé la section. Il a été aussi nommé docteur honoris causa de l'université de Toulouse, avec laquelle il avait collaboré dans le cadre de ses études de la fonction pancréatique. Alors il disait parfois ses regrets de n'avoir pu s'investir un peu plus dans la vie de la faculté, de l'université, de la communauté scientifique. Et on peut imaginer qu'il ne s'est pas attiré que des amitiés lorsque, jeune chef de service, et alors que ses collègues baissaient la tête, il affrontait seul
des centaines d'étudiants dans l'auditoire Janson en mai 68, et il débattait avec lui sur l'avenir de la recherche, l'avenir de l'université. Tous ceux qui l'ont côtoyé, nous sommes de ceux-là, tous ceux qui l'ont côtoyé dans des réunions ont appris à affronter son inlassable obstination dans l'accomplissement de ses objectifs. Les collègues qui ont été confrontés à cette infatigable personnalité et qui ont parfois subi ces multiples questions lors de réunions scientifiques, ces collègues ont sans doute craint de donner du pouvoir à une personnalité certes très efficace, mais qui leur apparaissait comme trop exigeante et peu encline au compromis. On peut et on doit sans doute le regretter. Qu'il trouve donc ici, dans ce dernier hommage, la marque de la respectueuse gratitude, non seulement de ceux qui furent ses collaborateurs, qui ont fait partie de l'équipe avec laquelle il a réalisé toute sa vie, sa carrière scientifique, mais qu'il reçoive aussi la gratitude de ces générations de médecins qu'il a peut-être lassé lorsqu'il a voulu leur apprendre l'équation de Michaelis-Menten ou lorsqu'il a voulu leur apprendre le métabolisme de chaque acide aminé, des générations de médecins qu'il a certainement terrorisés lorsqu'il devait passer son examen, mais qui se disent a posteriori, ces médecins qui se disent a posteriori qu'il leur a appris l'importance de la rigueur, la valeur du travail et surtout la force de l'obstination. Qu'il me soit permis aussi, au nom de tous les membres de notre compagnie dans laquelle il a été très actif et dans laquelle il intervenait à chaque réunion, qu'il me soit donc permis d'exprimer notre sympathie et de présenter toutes nos condoléances à tous les membres de sa famille, et notamment à Anne, son épouse, à ses filles, Catherine et Marion, et à ses petits-enfants, Claire, Laurent et Mathieu, dont il parlait toujours avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'amour. Merci, Monsieur Dehaye. Je vous propose de nous recueillir quelques instants à la mémoire de notre collègue Jean